bonsoir. Voilà. Tu m'entends Bonsoir, bien? vous pourrez te présenter, me parler Oui, oui, de ton parcours chez BNP Paribas et des différents postes que tu as occupés. en effet. Alors, moi, c'est gentil parce que c'est vrai, tu dis plus de 10 ans, ça fait même 20 ans que je suis chez BNP Paribas. Donc, j'ai vraiment D'accord. commencé, j'ai commencé en octobre 2004. Donc, moi, j'ai un parcours où je me suis dirigé vers BNP Paribas, plus par opportunité, puisque j'avais un BTS communication. Donc, ce n'était pas au départ un choix d'aller dans le monde de la banque. Et je suis rentré dans justement ces services back-office avec un BTS communication pour avoir un premier pas dans la banque. Et ce qui était bien chez BNP Paribas, c'est qu'ils m'ont permis de faire un cursus en même temps que mes prises de poste, de me faire une formation, un BTS, un master, en même temps que mes postes respectifs. Donc je suis passé en back-office, alors c'est plutôt des postes administratifs sur des dossiers. Bon, c'était pas les postes les plus passionnants, mais ça m'a permis de connaître le monde de la banque. Et ensuite, je suis passé dans le monde de clientèle particulier en agence, donc clientèle particulier sur Aix-en-Provence. Et parce que je suis Marseillais, je pense que ça s'entend un peu. Et ensuite, sur justement du conseiller en patrimoine, ce qu'on va parler un peu plus précisément aujourd'hui. Donc après, c'est des durées de poste généralement de 3-4 ans dans les établissements bancaires en province. Je pense que même en région parisienne, ça dure un peu moins longtemps, les durées de poste, même plus 2 ans, où il y a pas mal de turnover et d'évolution. Donc moi, en même temps, une fois que j'étais conseiller en patrimoine, j'ai passé un master banque qui s'appelle l'ITB. Alors, c'est vraiment quelque chose qui est lié à la banque. C'est un diplôme qui est uniquement bancaire, qui est plus sur du management. Et ensuite, alors ce qui est plutôt bien dans les groupes comme BNP Paribas, c'est qu'il y a beaucoup de filiales, d'opportunités. Et ensuite, je suis allé plutôt sur des postes B2B, puisque là, j'ai pris la responsabilité commerciale d'une filiale qui s'appelle Protection 24. Tout ce qui est assurance et alarme, même tout ce qui touche à la protection de la maison, pour une animation donc là dans les agences BNP Paribas. J'avais formé les collaborateurs. BNP Paribas et AXA même, puisqu'on était aussi partenaire d'AXA, donc beaucoup de formations, de choses comme ça. Ça a duré 5-6 ans. Et là, maintenant, je suis sur une autre filiale de BNP Paribas qui s'appelle BNP Paribas Leasing Solutions. Et là aussi, je suis plus dans l'analyse, puisque je fais des crédits pour les entreprises. Donc, plus dans l'analyse de dossiers, mais aussi dans l'animation commerciale, puisque le but, c'est que on travaille avec des nouveaux partenaires tels que, par exemple, Mercedes, Bobcat. C'est plutôt dans tout ce qui est industrie, TP, les choses comme ça. Donc là, c'est une autre aussi facette. Donc, c'est vrai qu'en 20 ans, j'ai fait quand même pas mal de postes et c'est vrai que c'est des expériences à chaque fois un peu différentes, mais ça reste quand même toujours avec des clients et des personnes en face. Donc moi, c'est ce qui m'anime, c'est d'avoir le contact avec les gens. Donc voilà. C'est à peu près résumé les 20 ans de carrière. D'accord. D'accord. De manière, on va venir dans les détails par la suite. Est-ce que déjà tu peux, parce que là on va surtout parler du conseil en gestion de patrimoine, est-ce que tu peux nous Oui. expliquer un peu comment tu t'es orienté vers ces domaines, le domaine du conseil en gestion de patrimoine et du développement commercial? Pourquoi avoir choisi ces domaines? Après, c'est vrai que dans le monde de la banque, la gestion de patrimoine, on va dire que c'est un peu le monde qui attire le plus les conseillers, puisqu'en effet, c'est ce qui est quand même le plus intéressant. Sachant que moi, j'avais vraiment une affinité avec tout ce qui est crédit immobilier, placement en patrimoine. Donc c'est vrai que c'est ça aussi, on se dit on est intéressant dans le sens où on touche à des marchés, les placements de produits, on est vraiment dans le conseil, dans la découverte client. Donc on a toute autre relation avec le client que mes premiers postes où c'était ouvrir un compte et basta, merci, au revoir. Là, on rentre plus dans le détail, vraiment dans le conseil.
Donc, c'est là vraiment qui était intéressant de cette partie gestion de patrimoine. C'était vraiment accompagner les clients. Et souvent, ce qu'on attend, hein, là, je le vois moi aussi, parce que je suis aussi aujourd'hui professeur dans justement cette école de la banque où j'ai passé mes diplômes. Maintenant, je les fais passer. C'est vrai qu'on attend des conseillers, surtout en gestion de patrimoine, beaucoup d'accompagnement, d'écoute et de conseils. Ce n'est pas vendre un produit ou vendre une action, vendre un placement de produit pour le vendre. C'est vraiment trouver avec le client ce qui l'intéresserait le plus, ce qui est le plus intéressant pour lui par rapport à ses attentes. Je crois que c'est très important de faire le point de ses attentes pour justement éviter derrière d'avoir des déconvenus. Parce que si on lui a placé un produit magique en lui disant ne vous inquiétez pas, vous allez gagner beaucoup d'argent, et que lui, il n'avait pas compris qu'en gagnant beaucoup, ça impliquait qu'il pouvait risquer d'en perdre. C'est vrai qu'après, derrière, on peut être face à des convenus et c'est compliqué à expliquer aux clients. Donc, tout est là. C'est vraiment une posture d'écoute, de conseil et d'expertise. Donc, c'est vrai qu'on a ce côté expert, puisque nous, on va dire qu'on connaît les marchés et on va expliquer aux clients par rapport à ce qu'ils nous disent, ce qui peut le plus être approprié à sa demande. Après, sur le développement commercial, bon, là, c'est notre partie qui est, elle, plus dans cette partie chasseur, découverte de développer des nouveaux marchés, trouver des nouveaux clients. Voilà, c'est toute autre démarche. On n'a plus un portefeuille client, on va plus chercher des nouveaux clients. Donc là, c'est différent, développement commercial, surtout sur du B2B, c'est beaucoup aussi, mais voilà, c'est aussi beaucoup d'écoute. Mais c'est beaucoup de rendez-vous, d'entretien pour obtenir des marchés, des choses comme ça. Donc là, c'est vrai que c'est une démarche plus sur de la prospection, de la préparation de la prospection, et moins de la gestion de portefeuille client. Comme on est en gestion de patrimoine, on a déjà nos clients et on va essayer de fructifier à ces clients-là. D'accord. Alors, pour en savoir un peu plus, donc là, en ce moment, dans ton poste actuel, pour ceux qui seraient intéressés par des opportunités, ou voire même, on va pas parler que de Marseille, mais peut-être de la région, est-ce que BNP recrute assez régulièrement des conseillers en gestion de patrimoine? Oui, après, aujourd'hui, bon, je pense que quand même le bassin parisien pour BNP Paribas, ça reste le pôle principal. Après, c'est vrai que aujourd'hui, il y a pas mal de pôles qui sont développés sur Bordeaux et sur Marseille, où aujourd'hui, même tout ce qui est banque privée, parce que gestion de patrimoine, c'est aussi, je ne sais pas si c'est des termes que vous connaissez, mais c'est souvent affilié, on appelle ça des services banque privée, c'est-à-dire, ce n'est pas l'agence classique, c'est des services dédiés aux clients les plus aisés, on appelle ça la banque privée. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des centres banque privée, de toute façon, dans toutes les grandes villes de France, mais en plus, ils s'organisent de plus en plus des centres banque privée à distance, en visio. Donc là où c'est sur des grandes villes, c'est qu'ils ont ouvert un centre sur Marseille et sur Bordeaux, où là il y a des demandes aussi, puisque ça va être la gestion sur toute la France dédiée dans des pôles. Donc c'est vrai qu'il y a des opportunités chez BNP Paribas, il y a quand même pas mal d'opportunités sur ça. Alors c'est des vagues, hein, c'est pas tout le temps, mais dans l'année il va y avoir une ou deux vagues de recrutement. Alors, après, c'est vrai que je pense que de passer par une agence, ça reste aussi souvent les postes au départ sont des postes en agence et après qui vous permettront d'évoluer vers des postes de gestion patrimoine pur et dur. Donc en fait, bon, de toute manière, on va en parler par la suite pour voir comment on peut atteindre travailler en tant que conseiller en gestion de patrimoine. Donc justement, on va passer à la deuxième partie où justement on va détailler un peu plus tes expériences professionnelles qui sont quand même très riches. Mais ce que j'aimerais, étant donné que tu as occupé pas mal de postes, j'aimerais que tu expliques les différentes missions que tu as effectuées durant chacun de tes postes. Donc, on va commencer d'abord par le premier que tu as occupé, c'est en tant qu'assistant en back-office. Donc, est-ce que tu pourrais déjà nous expliquer quelles sont les missions qu'on fait quand on est assistant back-office?
Alors, généralement, en back-office, ce que tu vas faire, c'est justement le but du back-office, c'est que tu vas arriver une fois que les dossiers sont réglés. Donc, ça va être vraiment de l'administratif ou du risque ou de la déontologie maintenant, parce que la déontologie, c'est vrai que c'est un des secteurs aujourd'hui en back-office qui se développe pas mal. Bah, c'est contrôler alors des opérations en banque, par exemple une ouverture de compte, un crédit, que tout est fait, que tous les documents ont été mis pour une ouverture de compte. Donc, tu arrives, une fois que le dossier a été monté, toi, derrière, à vérifier que tout est OK. Donc, c'est souvent ça, pareil sur des crédits IMO, montrer, regarder qu'il n'y a pas de manque de documents. Donc, ce qui est plutôt pas mal dans ces expériences de back-office, c'est que ça donne justement une certaine connaissance comment dire, des parcours pour tout ce qui est connaissance de le client, connaissance des produits. Donc, ça donne vraiment un background intéressant puisque ça te permet de voir l'arrière de, on va dire, de la boutique, justement, de tout ce qui est, surtout aujourd'hui, legacy pour les banques, c'est important. Et tout ce qui est déontologie, donc ça devient des postes de plus en plus importants aujourd'hui. Il y a des services entiers de déontologie, ce qu'il n'y avait pas il y a 20 ans quand j'ai commencé. C'était plus de l'administratif. Aujourd'hui, il y a vraiment de l'aide auprès des équipes. Donc ça, c'était vraiment, c'est des postes qui sont intéressants, mais où tu n'as pas de contact client. Donc tu vas avoir des contacts avec les collaborateurs, mais tu n'auras pas de contact client. Mais pour autant, tu apprendras le métier de la banque. Et tu travaillais justement sur quel produit quand tu étais assistant back-office? C'était beaucoup du crédit IMO. Beaucoup de crédit IMO, puisqu'on va dire que c'est les dossiers où il y a le plus de documents à vérifier, voilà, des choses comme ça. Donc, ce qui est bien, c'est que ça m'a permis, moi, après, quand je suis passé de l'autre côté, de savoir, d'avoir cet avantage de connaître les démarches et tous les documents nécessaires et voilà, de faire avancer des dossiers. Donc c'était plutôt sur la partie crédit IMO. C'était plus sur la partie crédit IMO, d'accord. Et alors, juste après ce poste d'assistant back-office, je peux comprendre que c'était une fondation, une base pour passer à la suite. Tu es devenu négociateur commercial. Donc, c'est pas courant comme poste au sein d'une banque. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors oui, négociateur commercial, pour vous dire, en fait, chez BNP Paribas, ce poste, en fait, c'était dans tout ce qui est gestion à l'amiable des clients débiteurs. Donc, on appelle ça de la négociation commerciale, mais en effet, c'est entre BNP Paribas, la banque et ses clients. C'était pour des clients débiteurs de trouver des solutions pour éviter justement les contentieux, les rejets, les choses comme ça. Donc, on appelle ça la négociation commerciale, puisque le but, c'est de remettre on va dire, d'éviter que les clients soient fichés, d'éviter qu'ils aient des soucis, donc d'être dans cette négociation pour qu'ils reviennent dans leur découvert autorisé, dans leur gestion de compte, qu'ils puissent rembourser leur crédit, mettre en place des regroupements de crédit, des choses comme ça. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Alors, c'était fait par téléphone à distance. Donc, ce qui m'a donné une première expérience du coup du client. Alors après, c'était vrai que c'était des expériences plutôt difficiles, parce que des clients débiteurs, des fois, c'est pas forcément les moments les plus simples avec des clients. Hein. Ils ont quand même beaucoup de grèves, des fois, par rapport à leur établissement bancaire ou par rapport à d'autres choses. Donc, c'est vrai que ça m'a permis de voir le côté client, comment gérer les clients, comment les écouter, comment les aider. Donc, ça, c'était vraiment une expérience intéressante. D'accord. Et donc, c'est par la suite. Excuse-moi, tu disais beaucoup de contacts. Vas-y. Non, vas-y. Beaucoup de contacts au téléphone, beaucoup de prises de prise d'informations, de gestion des appels entrants et sortants. Donc, c'était une bonne formation pour moi, justement, pour partir du back-office et arriver en clientèle. Super. Alors, justement, on va passer au poste de conseiller clientèle que tu as occupé par la suite pendant 3 ans. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, justement, sur ce poste? Alors, conseiller en grand public, on va dire pas le client particulier, c'est aujourd'hui quand vous allez, je pense, dans une agence bancaire, ça va être la personne qui va être les premiers bureaux quand vous rentrez, qui va vous permettre d'ouvrir un compte, d'avoir des renseignements. Donc, on va dire, c'est les conseillers qui sont face aux clients grand public
et qui vont du coup faire des missions d'ouverture de compte, de virement, de crédit à la consommation, de petite assurance. Donc ça permet d'être un premier pas entre la banque et le client. On est les premiers, on est les interlocuteurs de tous les clients. Alors après, c'est vrai que c'est, contrairement à au conseil patrimonial, c'est souvent, on va dire, des espaces ouverts, des rendez-vous rapides. Donc, ce n'est pas forcément là les lieux les plus pratiques pour faire des rendez-vous sur la longueur et découvrir les clients. Bon, c'est plus du grand public, des opérations classiques, mais pour autant, il y a quand même des objectifs commerciaux sur ces postes-là. Et ça permet quand même de faire des crédits, de mettre en relation. Après, c'est vrai que quand il y a des grands déplacements ou autres, on va passer le client à justement des conseillers en patrimoine, mais on peut assister aussi au rendez-vous accompagné le client, donc ça fait aussi une formation sur ça. D'accord, donc je comprends un peu le switch. Donc, c'est-à-dire que juste après avoir été conseiller clientèle pendant 3 ans, tu es devenu conseiller en patrimoine et justement conseiller en gestion de patrimoine. Est-ce que tu peux expliquer les missions principales que tu effectuais pour ce poste? Voilà, les missions principales, comme je vous dis, c'est accompagner un portefeuille client. Alors, ça va être portefeuille de 200, 300, 400, même 500 clients selon les points de vente, selon où on est. Moi, j'étais à Aix-en-Provence, pour ceux qui connaissent, sur le cours Mirabeau, donc c'était plutôt un endroit où il y avait des clients qui avaient besoin de parler de leur patrimoine. Donc, c'était plutôt un endroit où on avait une clientèle assez aisée. Et derrière, c'est alors les accompagner tout autant dans leur quotidien, puisque ces clients-là, ils vont avoir aussi des problématiques de carte bleue, de choses comme ça, mais aussi leur donner des conseils donc, sur la fiscalité, sur les successions, sur leur patrimoine. Alors, ça peut être leur patrimoine immobilier ou leur patrimoine mobilier, tout ce qui est placement, actions, assurance vie, des choses comme ça. Donc là, c'est vrai qu'il faut quand même en plus d'une écoute de client, connaître les marchés, connaître la fiscalité. La fiscalité, ça change tous les ans. Donc, il faut se mettre à jour. Alors, il y a des formations. Hein. C'est vrai qu'on est accompagné aussi, nous, par l'établissement bancaire. On est accompagné, on a des experts aussi si vraiment il y a des sujets particuliers. Mais là, c'est vraiment, on va dire, on rentre vraiment un pas dans la vraie banque. D'accord. Et alors, après, justement, avoir travaillé en tant que conseiller en gestion. Je ne sais pas si tu m'entends, Frédéric. Allô? Alors, donc, Frédéric, si tu nous entends. Est-ce que tu nous entends? Parfait. Donc, alors, est-ce que tu peux donc nous expliquer un peu pourquoi tu es passé au poste de développement commercial chez Protection 24 et expliquer les différentes missions du poste? Ton micro est désactivé. Justement, c'est pour ça qu'on ne t'entend pas. Le micro est désactivé, on ne t'entend pas malheureusement. Est-ce que vous m'entendez là? Là, oui, on t'entend. Excusez-moi, problème de micro. Donc oui, ce que je disais, oui, sur le... Alors après, généralement, le parcours classique, une fois que normalement, le parcours classique aurait voulu que je passe directeur d'agence ou que j'aille gérer en banque privée des plus gros patrimoines.
Et c'est vrai que moi, j'ai eu D'accord. l'opportunité de prendre la responsable commerciale d'une filiale régionale, à ce que je dis Protection 24, parce qu'on avait vu en moi un discours un peu commercial, plus commercial, assez punchy, assez sur justement ce développement, d'aller prospecter, d'aller trouver des nouveaux clients. Donc ça m'allait bien. Et aussi ce côté formation, puisque là, le but, c'était de former les collaborateurs à comment aborder leurs clients sur des outils d'assurance, sur des produits d'assurance, et essayer d'amener les équipes avec moi sur ces produits-là. Donc, c'était de l'animation en agence, des conseillers, donc des gens que à la place auquel j'étais avant, de les animer, de les former et de les aider à vendre toutes ces solutions de la filiale de Protection 24 qui étaient principalement des assurances habitation et des alarmes, un peu comme Vérissure. Donc vraiment quelque chose de totalement différent au départ, sur le papier. Après, ça restait des clients en agence qu'on voyait, auxquels on téléphonait, auxquels on expliquait les avantages de nos offres. Donc c'était vraiment intéressant sur ce produit-là, mais totalement différent par rapport à ce qu'on peut faire en agence classique. D'accord. Et juste après ça, donc tu es resté quand même 8 ans en tant que responsable du développement commercial. Juste après, tu as travaillé en tant que chargé d'affaires ELS. Est-ce que tu peux en dire plus sur les missions? Alors ça, c'est mon poste actuel, parce que je suis toujours dans ce poste-là. Donc là, c'est plus sur du professionnel et de l'entreprise. Donc là, c'est plus de l'analyse de bilan, de l'analyse des résultats financiers, où moi, le but, c'est de financer des clients pour l'achat de leur matériel. Donc ELS, ça veut dire équipement leasing solution. Donc on s'occupe de proposer des solutions de financement pour les clients professionnels. Souvent du crédit bail, donc c'est-à-dire que c'est de la location avec des options d'achat, un peu ce qu'on vous propose là pour vos voitures, les choses comme ça. Donc là, c'est pour du matériel professionnel. Et moi, je m'occupe d'analyser ces dossiers, donc de trouver ces clients, d'analyser leurs dossiers et de leur proposer des solutions de financement. Donc là, c'est pas par la banque, c'est par directement les marques comme je vous disais tout à l'heure, par exemple, ça peut être des camions Mercedes, des grues, des mini-pelles Bobcat, donc c'est carrément par les constructeurs et les concessionnaires. Donc le but, moi, aujourd'hui, de mon métier, c'est un peu contre ce que je faisais avant, c'est que le client n'aille pas à sa banque. C'est que le client fasse le financement directement avec son commercial qui lui vend le camion. Et derrière, c'est nous qui allons financer, on leur met à disposition des outils pour qu'ils puissent proposer des solutions de financement. Alors c'est BNP Paribas Leasing Solutions derrière, mais on est une filiale et le but, c'est que le client passe par nous pour ces solutions de financement, puisqu'on a une expertise justement sur tout ce qui est activité professionnelle, les métiers, les matériels, comme beaucoup les travaux publics, où on est reconnu aujourd'hui pour notre expertise. Donc là, c'est totalement aussi différent. Donc ce qui est plutôt pas mal, c'est que ça vous montre que dans les établissements bancaires aujourd'hui qui sont des mastodontes et qui proposent des tas de filiales, des tas de possibilités d'évolution de carrière. Moi, quand je suis rentré sur mes crédits IMO il y a 20 ans, si on m'avait dit que j'aurais fait tout ça, je n'aurais pas cru. Donc, ce qui était plutôt pas mal. Et en plus, comme je vous dis, derrière, il y a des formations qui sont mises en place. Donc, si vous voulez évoluer, c'est intéressant. Et si vous voulez vous ouvrir à d'autres marchés, ben, vous pouvez. Vous pouvez vous ouvrir à d'autres. Donc, la gestion de patrimoine, ça peut être une porte d'entrée dans un groupe bancaire. Mais après, vous pouvez avoir des tas de possibilités. On peut voir que c'est assez riche comme parcours, mais on va en y revenir par la suite. On va aller dans les détails par la suite. Mais juste avant, il y a une question aussi qui intéresse de nombreux jeunes diplômés. On va commencer par les premiers métiers. Est-ce que tu peux nous dire un assistant back-office? Quels sont les salaires pour un débutant qui occupe ce poste, puis un expérimenté? Après, c'est vrai que dans le salaire, c'est toujours plus lié à ton niveau d'études. Moi, pour tout vous dire, quand je suis rentré, j'étais en bac+2, donc j'avais vraiment, on va dire, un BTS. Donc, les salaires, au départ, c'est une grille de salaire. Je pense que tu dois être aux alentours, je pense, du net à entre 1 500 et 1 600 euros net avec un bac+2.
Ensuite, tout dépend de ton expérience. Je sais que si tu rentres en master, on va plus sur du 2300-2400 euros dès le départ si tu rentres dans des postes de back-office. Après, dans des packs de back-office des masters, ça sera plus des postes d'encadrement quand même. Tu seras peut-être manager d'une équipe, des choses comme ça. Donc, c'est plus ton expérience, ton diplôme, je pense qu'il va faire la grille de salaire que le poste en soi. Alors après, c'est sûr que si tu as un master, on ne va pas te proposer peut-être le poste que j'avais au départ moi. Tu auras peut-être des postes à responsabilité ou avec une plus-value par rapport à ton niveau d'études et à tes études. Mais on est plus, oui, ça peut passer du simple au double que tu sois que tu aies un bac plus 2 ou un bac plus 5. En effet. Un assistant en back-office, quand il est expérimenté, il peut être payé combien en bac plus 2 puis en master? Après, moi, je te parle sur mon expérience que j'ai. Je pense que tu peux être. Après, si tu es en master, tu seras, c'est sûr, aux alentours des 2400-2500 euros au départ. Au départ, ça sera ces prix-là si tu as un master et si tu es embauché pour ce poste avec un niveau master. Et à la fin, du coup, pour une personne expérimentée? Après, à la fin, c'est une évolution de poste. C'est-à-dire que si tu gardes le même poste, tu auras une évolution classique et tu auras peut-être toutes les 4-5 ans une augmentation de 150-200 euros tous les 4-5 ans. Après, c'est vrai que c'est l'avantage aussi de ces groupes, c'est quand tu prends d'autres postes à responsabilité, après, tu peux si moi, pour vous dire, en 20 ans, j'ai commencé, j'ai un peu plus que doublé en prenant le nombre de postes sur ça, mais c'est en changeant de poste, en prenant d'autres responsabilités, c'est après à s'ouvrir, bouger, des choses comme ça. Donc après, c'est vrai que chaque parcours aujourd'hui... Ok. Alors attends. Oui. Oui. Non, après, oui, alors, si tu veux terminer, tu peux terminer. Chaque collaborateur, après, aujourd'hui, on peut tous avoir le même poste. Tu vois, le poste que j'ai aujourd'hui, on n'a aucun à avoir le même salaire. Pourtant, on fait tous le même métier, mais en fait, ça va dépendre de notre carrière, ce qu'on a fait avant, de notre âge. Ça fait 40 ans qu'on est chez BNP Paribas, à quel niveau de salaire on est rentré. Donc, c'est vrai que ce que je vous conseille, par contre, c'est vrai que c'est de rentrer en master, en bac plus 5, une chose comme ça, c'est beaucoup plus intéressant parce que moi qui suis rentré en bac plus 2, j'ai jamais rattrapé l'écart que j'ai avec mes collègues qui sont rentrés en master et je ne le rattraperai jamais. Et un négociateur commercial, combien il peut espérer quand il est débutant non, mais après, sur les grilles de salaire, ça peut préparer, ça peut préparer sur les grilles de salaire ou pareil pour un conseiller en agence. Le poste en soi, ça va être vraiment la même grille que ce que je vous ai dit avant, que tu sois conseiller commercial en agence, négociateur commercial, tu travailles en back-office, ça sera les mêmes grilles de salaire, c'est juste que c'est un endroit en fait différent dans la stratégie de la banque, mais au final, si on fait une ligne horizontale, ces postes-là sont sur la même ligne. C'est après en devenant peut-être dans une gestion de patrimoine, un jury directeur d'agence, dans de la banque privée, où là, on va dire que tu passes un niveau au-dessus. Mais sur les postes, moi, que j'ai fait au départ, on va dire que c'est des postes transversaux qui m'ont permis d'avancer. Mais il n'y a pas je veux dire, chaque étape, j'ai pas fait c'est pas une marche à chaque fois. C'est plutôt, dans mon cas, vraiment le cas de dire, transversal. C'est toutes ces expériences qui m'ont permis d'avancer, mais ce n'est pas les 3 postes que j'ai fait au départ. En soi, j'aurais pu commencer par un des 3 et ça aurait été la même chose. D'accord. Donc, en fait, pour conclure, pour que les personnes qui nous écoutent, donc par exemple, un conseiller en gestion de patrimoine, après un master, il peut espérer 2400 € net. Et après, un conseiller en gestion patrimoine expérimenté, il peut espérer avoir le double, c'est ça? Est-ce que c'est plus de 5000? Est-ce que c'est oui, après c'est correct? Oui, peut-être pas, j'ai peut-être un peu exagéré, c'est peut-être mon côté marseillais, mais je pense qu'il va être pas loin des 4000. Mais après, ce qui est pris en compte aussi, c'est
tu as des fois une partie variable, alors qui va dépendre aussi de tes résultats, parce qu'il y a des résultats de l'endroit où tu travailles, parce que c'est souvent collectif aujourd'hui. Donc, il y a une partie aussi de variable qui n'est pas négligeable quand même, qui va représenter, on va dire, un salaire tous les trimestres ou tous les quadrimestres, ça peut représenter un mois de salaire, donc ce qui n'est pas négligeable. Et après aussi, il y a tout ce qui est dans les groupes, voilà, tout ce qui est dans les groupes bancaires, il y a aussi des participations et des intéressements que tu peux récupérer ou placer sur des comptes des PE, PERCO, des comptes épargne qui sont proposés par la banque. Donc là aussi, tu vas avoir, allez, sur l'année, 3-4 mois de salaire en plus par collaborateur. Donc là aussi, il faut revenir après sur tout ça, ce qui permet de faire, voilà, de pouvoir avoir des salaires plutôt intéressants. Ouais. Oui, alors ça, c'est important de le mentionner. Et donc, dis-moi si je me trompe, Frédéric, mais quand on travaille en tant que commercial, il faut savoir qu'il y a toujours une part de variable qui peut être intéressante. Ouais. Oui, moi, là, dans les postes que j'ai pris, c'est pour ça aussi que j'ai pris ces postes-là, sachant que moi, comme vous l'avez compris, j'étais, on va dire, un bas salaire au départ sur mon parcours. C'est vrai que la partie variable est intéressante et quand même pas négligeable, surtout si tu réalises tes objectifs. Donc, c'est le pari aussi que tu fais sur toi-même. C'est de te dire, oui, ça peut me faire finalement une année à 16-17 mois si je réussis mes objectifs. Et c'est vrai que le développement commercial, mais le poste de développement commercial et celui que je suis en train de faire en ce moment, en effet, il y a un impact assez important des objectifs de variable. D'accord. Mais alors maintenant, est-ce que tu peux... Oui, dis-moi. Ok. Est-ce que tu peux me parler d'une mission, parce qu'on va essayer d'avancer, c'est vrai qu'on est un petit peu en retard, mais il y a tellement de choses à dire aussi en même temps. Mais est-ce que tu peux nous parler un peu plus justement de missions qui t'ont particulièrement marqué, notamment en conseil en gestion de patrimoine? Est-ce que tu peux raconter une mission que tu as eue pour un client? Oui, moi je me rappelle, mon premier client qui est arrivé, il venait de recevoir, c'était quelqu'un qui était, je vais dire, comme moi, qui n'avait pas spécialement de l'argent sur ses comptes, qui n'était pas forcément un patrimoine au départ important et qui a reçu une somme importante, on était à peu près à 300 000 euros. Et ce client-là, il vient me voir et il me dit, ça on se connaissait depuis plus d'1 an, c'était un client que je suivais à l'époque à titre, mon premier poste de client particulier, parce que je n'ai pas changé d'agence, donc c'était un client que je suivais déjà depuis quelques années. Et quand j'ai pris le poste de conseiller en patrimoine, il s'avérait que, vu qu'il avait un patrimoine à placer, on s'est retrouvé à ce moment-là, il est venu vers moi vers des conseils en me disant, Monsieur Revelant, moi, placez l'argent comme si vous le placiez pour vous. Et ça, alors c'est intéressant ou pas, parce qu'il ne faut pas le placer comme si c'était pour nous. Il faut le placer vraiment pour le client. Parce que moi, peut-être j'aurais fait des choix pour moi qui n'auraient pas été les mêmes pour lui. Parce que lui, en disant ça, il se disait, en demandant ça, il va me faire un placement sûr. Mais moi, peut-être qu'à mon âge, à l'époque, j'avais 30 ans, j'étais peut-être plus sur des marchés risqués. Donc, je lui ai dit, donc, c'est pas pour moi, c'est pour vous. Il faut qu'on discute ensemble de qu'est-ce que vous voulez faire de cet argent, à quel but, quelle durée, combien d'années vous voulez récupérer, qu'est-ce que ça représente pour vous sur votre patrimoine global, puisque c'est pas le même risque 300 000 euros sur 3 millions que 300 000 euros que sur 300 000 euros. Donc, il n'y a pas le même impact si on prend des risques. Et derrière, donc on a vraiment discuté ensemble, on a fait le pour et le contre, on a fait plutôt un placement, on va dire, plutôt sécurisé, puisqu'en effet, comme je vous disais, 300 000 euros, c'était une grosse partie de son patrimoine. Et c'est vrai que derrière, alors après, il faut savoir aussi que nous, on a des objectifs de placement, on a des objectifs de produits à placer, et c'est vrai qu'il faut réussir à allier la satisfaction du client et nos objectifs commerciaux. Mais il ne faut jamais quitter l'état d'esprit de se dire c'est toujours pour le client.
faut pas fourguer un placement parce qu'on vous a dit oui, c'est un placement qu'il faut faire, là, ce mois, il faut faire ces placements-là. Ça, c'est terminé. C'était peut-être une banque il y a très longtemps qui faisait ça, mais aujourd'hui, c'était vraiment de suivre le client. Et derrière, le client, c'est vrai qu'à chaque fois qu'il m'a vu, et même je sais qu'il parle encore de moi, il me dit, ah, Monsieur Revelan, il m'avait bien conseillé. Donc, c'est vrai que c'est gratifiant de voir les gens. Après, je l'ai vu il y a quelques temps de ça. Et d'avoir, ce qui est gratifiant de ce métier de gestion de patrimoine, c'est d'avoir derrière des clients qui sont quand même reconnaissants de votre travail, de votre expertise, parce que vous les avez accompagnés. C'est souvent des moments, lui, c'est des moments, c'était un décès, c'était un héritage, c'est souvent des moments un peu délicats au départ, et où nous, conseillers, on est une personne qui connaissent, mais sans trop connaître, ils ont tendance à se livrer avec nous sur des choses qui ne pourraient pas se livrer avec des proches. Donc, c'est vrai qu'on a aussi ce but-là dans la relation, c'est d'écouter nos clients. Alors, sur le parti bancaire, mais pas que. Comme je dis, des fois, c'est des événements de vie, des naissances, des mariages, des divorces, des décès. Donc, et là où on est aussi un soutien moral un peu d'une certaine manière, parce qu'on les écoute et on les conseille. On les conseille que sur leur partie financière. On ne les conseille pas sur leur vie perso. Et enfin, en quelques phrases, est-ce que tu peux dire ce que tu as le plus aimé dans ton parcours? Parce que c'est vrai que ton parcours était assez riche. On a parlé de différents postes. Qu'est-ce qui t'a le plus plu parmi tous ces postes, même si c'est assez personnel, mais vraiment ce que tu recommandes en termes de richesse d'expérience, et ce qui t'a peut-être un peu moins plu, si tu peux en parler. Alors, moi, honnêtement, ce qui me plaît dans le métier de conseil, ce que je faisais, ce qui me plaît aujourd'hui dans le métier de commerce et ce qui me plaît aussi dans le métier de formateur, c'est le rapport avec les gens. Donc, c'est de permettre de se dire que par la discussion, par le conseil, par l'écoute, par la parole, on peut avoir une relation de confiance avec des gens, leur donner notre expertise, alors soit en patrimoine, soit en commerce, des choses comme ça, et on se rend compte que si on donne aux gens, derrière on reçoit de toute manière. Donc ce qui est important dans le commerce aussi, c'est que si derrière on est là, on est consciencieux, on aura un retour forcément positif, alors soit de nos clients, soit de nos partenaires. Donc ça, c'est, moi, je trouve assez gratifiant dans ces postes-là. Après, dans le conseil de gestion de patrimoine et dans le commerce, dans le développement commercial, ce qui est compliqué à supporter, c'est quand même qu'il y a une certaine pression des chiffres. Donc, et aussi une pression des clients, parce que quand tu entretiens une relation avec un client, il va avoir des demandes, il va t'appeler. Aujourd'hui, il y a des mails, si tu ne réponds pas dans la minute, les gens ne sont pas forcément contents. Donc, il y a besoin de beaucoup de réactivité. Et il y a aussi, il faut arriver à une pression commerciale, c'est de se dire, il faut qu'à la fin du mois, à la fin du trimestre, je réussisse mes résultats commerciaux. Donc, moi, ça ne me déplaît pas, mais c'est vrai qu'avec l'âge, je me rends compte que c'est quand même un côté où il faut arriver à vivre avec aussi dans sa vie perso. Des fois, tu te dis, tu es un peu stressé par rapport à ça. D'accord. Et qu'est-ce que tu pourrais recommander aux personnes qui nous écoutent, c'est-à-dire, par exemple, une personne qui a une expérience en conseil en gestion de patrimoine et souhaite changer de voie ou faire autre chose, qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Quelles sont les opportunités professionnelles après un poste de conseiller en gestion de patrimoine? Alors après, en tant que conseiller de gestion de patrimoine, ce qui est plutôt bien aujourd'hui dans les établissements, c'est que tu touches à de la fiscalité, à de l'assurance, à des produits financiers. Donc aujourd'hui, tu as quand même des opportunités sur cette expertise-là, sur la fiscalité aussi. Donc aujourd'hui, après, une fois que tu es dans les établissements bancaires, il y a aussi beaucoup de cabinets de gestion de patrimoine qui sont après des petits cabinets, mais qui permettent aussi d'exercer ce métier-là. Tu peux après t'ouvrir dans ces établissements bancaires comme moi vers du professionnel, vers de l'entreprise, vers de la gestion de grandes fortunes. Si vraiment aussi la gestion de patrimoine t'intéresse, tu peux aller encore sur des problématiques encore
plus importantes, Plus complexe. Voilà, plus complexes ou avec des zéros en plus, pour résumer, si tu es sur la gestion de grandes fortunes. Sur de la fiscalité. Donc après, tu peux avoir ces postes-là aussi dans des entreprises où ils ont des problématiques de fiscalité. Tu peux être un conseiller fiscal aussi. C'est quand même intéressant. Après, ce que je pense que ça sera peut-être une étape à faire après, c'est que ces grands groupes aussi soient à taille européenne aujourd'hui. Donc, c'est vrai que si tu parles une langue, l'anglais, je pense que c'est obligatoire, mais une autre langue, tu peux t'ouvrir aussi vers d'autres pays. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les échanges commerciaux sont de plus en plus internationalisés. Pareil, le patrimoine, les choses comme ça, il va y avoir des patrimoines dans plusieurs pays. Donc là aussi, il y a des opportunités, surtout vers des pays qui, on va dire, qui reçoivent des patrimoines, la Suisse par exemple, et qui sont aussi francophones. Donc tu peux avoir aussi des opportunités sur d'autres pays. Donc c'est aussi intéressant parce que la gestion du patrimoine, ça sera toujours une activité. Les gens auront toujours un patrimoine, alors immobilier ou mobilier, mais il y aura toujours un patrimoine. Après, quand on parle de gestion de patrimoine, il y a aussi le patrimoine immobilier, c'est-à-dire tout ce qui est crédit. Tu as aussi des métiers en tant que courtier en crédit, des choses comme ça. Il y a aussi des opportunités autres que la banque en établissement financier. Tu vas avoir aussi des agences de courtage, les assurances aussi aujourd'hui, tout ce qui est grande compagnie d'assurance, ils font aussi de la gestion de patrimoine. Donc, il y a quand même des opportunités en plus que la banque. Alors, moi, je vous dis ça, j'ai fait 20 ans dans la même banque. Mais j'ai fait 20 ans dans la même banque, mais j'ai fait plusieurs filiales. Donc, là aussi, plus le groupe est grand, plus tu auras d'opportunités d'aller sur d'autres postes. Parce que la gestion de patrimoine, ça te montre ton expertise à ton employeur. Parce que c'est quelque chose de complexe et après il pourra te donner d'autres défis aussi complexes sur d'autres missions. Donc c'est aussi intéressant de commencer par la gestion de patrimoine puisque ça donne vis-à-vis de ton employeur une expertise et ça montre que tu sais faire face à des situations complexes. D'accord. Et après un poste de commercial, donc commercial que ça soit au sein de la filiale comme tu l'as fait ou bien en tant que négociateur commercial ou en tant que conseiller clientèle. Qu'est-ce qu'on peut espérer faire après? Après, en tant que commercial, l'avantage aussi, c'est que tu vas travailler souvent avec d'autres partenaires, donc tu peux t'ouvrir à d'autres marchés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je suis conseiller, on va dire, j'étais commercial sur des assurances, des alarmes, aujourd'hui sur du crédit de l'entreprise. Ça t'ouvre aussi, quand tu es dans des choses comme ça t'ouvre aussi à d'autres marchés. Je veux dire, quand tu as été dans le développement commercial d'assurance, tu peux être dans le développement commercial pour des grandes et moyennes surfaces, des grands groupes, même des groupes automobiles, des choses comme ça. Le métier après dans le B2B, parce que là tu fais du B2B aujourd'hui, le pro, le business avec les business avec les pros, c'est aujourd'hui un des points les plus rentables aujourd'hui de travailler avec des pros. Ils ont pas mal de demandes sur des produits qui sont souvent assez compliqués. Donc, c'est vrai que le développement commercial, ce que j'ai fait, ça m'a donné des visions aussi sur d'autres partenaires. Je suis sorti un peu de mon monde de gestion de patrimoine de l'agence du client. Ça m'a ouvert vers, par exemple, des grands constructeurs, des grandes marques d'automobiles, des grandes marques de BTP. Donc, ça t'ouvre aussi à d'autres rencontres. Ah oui. Et ça te permet de voir que finalement, la relation client, une fois que tu as compris le sens de l'écoute, le sens de la réactivité, tu l'as pour d'autres, tu peux l'avoir pour d'autres produits, peu importe le produit. En fait, moi souvent ce que je dis, c'est que si le produit change, la démarche elle est toujours la même. Si tu as compris comment travailler avec un client, que ça soit un crédit, un placement, une alarme, une assurance, si tu es dans la découverte client, après tu t'adapteras assez facilement. D'accord. Surtout à des produits complexes, parce que tu les as connus dans la gestion de patrimoine, tu as connu des produits complexes, donc tu es à l'aise, tu as peur. Après, je pense que tu as un peu moins peur aussi sur le commerce, parce que le patrimoine, c'est quand même un sujet assez complexe au départ.
D'accord. Alors maintenant, pour conclure sur cette partie, avant de passer à la suite, est-ce que tu pourrais nous dire quelle est la particularité de BNP Paribas par rapport à une autre banque? Alors, BNP Qu'est-ce Paribas, que tu pourrais dire sur ça? alors, BNP Paribas, je crois que sa principale particularité, c'est que c'est le plus grand groupe bancaire français, voire européen. Donc, c'est vrai que ça a quand même une certaine solidité déjà et une sécurité financière et même de l'emploi. C'est un groupe aujourd'hui qui est le numéro un bancaire en Europe. Ce qui est bien aussi, c'est comme je vous ai dit, et moi j'en suis le principal témoin, c'est par rapport avec mon parcours, c'est que c'est un groupe qui va t'accompagner tout au long de ta carrière. Si tu veux évoluer, si tu veux te former, on va t'aider. Et après, il y a beaucoup d'opportunités parce que qui dit grand groupe, comme vous l'avez vu avec mon parcours, il y a des filiales, nous on a des filiales pour tout ce qui est on appelle ça Arval, je ne sais pas si vous connaissez, c'est tout ce qui est financement aussi des flottes de voitures. Il y a moi qui fais des financements. Alors, même moi, dans BNP Lise, tu vas avoir une filiale qui s'occupe de tout ce qui est médical, donc avec les médecins, une filiale qui s'occupe de tout ce qui est technologie, donc tout ce qui est ordinateur, nouvelles technologies. Moi, je suis plus dans les matériels de construction, le BTP, les choses comme ça. Donc déjà, tu peux avoir aussi Cardiff qui est dans le placement, l'assurance des personnes. Tu as le factor, c'est aussi du factor, on appelle ça la facturage. C'est aussi une filiale qui aide les pros à prendre en charge leurs factures. Il y a vraiment, et encore, je parle qu'en France, après tu peux aller à l'étranger, après il y a tout ce qui est déontologie, tout ce qui est data, donc il y a vraiment de quoi faire dans un groupe comme BNP Paribas. Il y a la banque, puisque c'est, on va dire, c'est le plus connu par le plus grand nombre. Mais il y a des tas de métiers, il y a de l'IT, voilà, c'est vraiment. Il faut s'ouvrir, quoi. Voilà, il ne faut pas rester après. Il faut s'ouvrir, Mon exactement. conseil, mais tu as la possibilité de t'ouvrir parce que, voilà, en interne, aujourd'hui, en plus, c'est beaucoup plus simple. Moi, je le vois parce que j'étais un des premiers, moi, à partir dans une des filiales il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, tu peux partir dans des filiales assez rapidement, revenir vers la banque classique, repartir. Ils sont même plutôt ouverts à ça, puisque le parcours, voilà, et même pour te dire, même moi, localement, pour l'instant, j'ai fait tout ça en restant à Marseille. Donc, si je m'étais ouvert à d'autres endroits, alors après, j'ai pas mal bougé pour mes missions. Je veux dire, je prenais la voiture, j'avais des grands secteurs, mais tout ça en restant à Marseille. Alors, c'est vrai qu'après, si tu trouves à l'étranger, en région parisienne, des choses comme ça, il y a encore plus d'opportunités, je pense. D'accord. Alors, on pourrait rester des heures à parler de tes expériences qui sont vraiment très riches, mais malheureusement, vu le webinaire durera 1h15, on doit passer à la suite. Donc, on va passer à la partie qui concerne justement aussi cette thématique et qui vous intéresse aussi. C'est la partie préparation aux entretiens d'embauche. Mais on va se rester focalisé sur le conseil en gestion de patrimoine qui intéresse beaucoup de candidats. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire quelles sont les questions qu'on pose en entretien pour un poste, donc là, un stage ou une alternance en conseil en gestion de patrimoine, donc une personne qui est junior? Alors, une personne qui est junior, bon, outre les questions de motivation, ça, je pense que si vous commencez à faire des entretiens, vous commencez à les connaître, à avoir le tour. Nous, ce qui est en gestion de patrimoine, je sais ce qu'on va attendre, c'est une réflexion et vous mettre dans des cas pratiques. Généralement, il faut que vous soyez prêt à ce qu'on vous donne un cas. Comme je vous ai dit un peu tout à l'heure, il y a quelqu'un qui arrive avec 50 000 euros à placer. Là, comme ça, de but en blanc, qu'est-ce que vous allez lui proposer? Alors après, ça, c'est un piège. C'est-à-dire qu'on n'attend pas forcément de vous, et c'est ça où on va voir un peu la réflexion, on n'attend pas forcément de vous que vous répondiez de but en blanc, ben, je vais lui faire une assurance vie en lui mettant des SCPI, des placements immobiliers, en lui mettant 50% en fonds d'action, en fonds euros, 50% en actions sur les marchés américains. Ce n'est pas ce qu'on attend de vous. Ce qu'on attend de vous, c'est ce que tout à l'heure je vous expliquais dans mon entretien avec mon client, c'est de dire justement, ben là comme ça, je ne peux pas vous dire,
il faut que je vous pose des questions. C'est-à-dire qu'il faut que je sache, C'est ça. voilà, je connaisse votre patrimoine. Alors, votre patrimoine, combien ça représente cette partie-là? Qu'est-ce que vous avez ailleurs? Est-ce que vous êtes marié? Est-ce que vous avez des enfants? C'est dans quel but? Quelle durée? Votre appétence au risque? Est-ce que vous connaissez les marchés financiers? Qu'est-ce que c'est pour votre connaissance? Donc, c'est ça qu'on attend de vous. Donc, c'est plutôt de voir votre réflexion, parce qu'on sait que si vous l'avez en entretien, vous l'aurez tout le temps. Donc, c'est là où on va vous attendre sur un entretien. C'est vraiment cette réflexion de dire on va être dans l'écoute du client plutôt que dans la proposition. Alors, la proposition, il faut qu'elle arrive à un moment donné. Mais je ne pense pas qu'un entretien, on vous attende que vous disiez je vais placer le produit miracle qui fait 4%. Bien sûr. Voilà, on ne veut pas que vous nous montriez, montrer vos muscles en nous disant je connais tous les produits financiers. Ce n'est pas forcément ça qu'on attend de vous. D'accord. Et est-ce que tu peux nous parler justement, vu que tu as travaillé chez BNP Paribas pendant plus de 20 ans, est-ce que tu peux nous parler du processus de recrutement chez BNP Paribas pour un poste de conseiller en gestion de patrimoine? Alors, le recrutement, c'est vrai qu'il est souvent fait en premier par une alternance, un stage. C'est vrai qu'ils préfèrent, je pense, aujourd'hui commencer par quelqu'un qui est en alternance, un stage, pour pouvoir justement avoir une petite antériorité, de voir comment vous vous comportez avec des clients, avec vos collègues aussi, puisque c'est vrai que quand il y a en agence aussi, il y a aussi un travail avec d'équipe. C'est une équipe. Donc, ils ont tendance aujourd'hui, de ce que je vois, moi, c'est pas mon cas à moi, mais je le vois quand même, et ils ont tendance à faire des recrutements en stage, en alternance, pour pouvoir déjà vous donner, même pour vous, une première ordre d'idée du métier. Oui, en fait, donc c'est-à-dire qu'il est préférable d'avoir déjà une expérience en stage ou alternance avant d'avoir un CDI, c'est ça? Oui, je pense. Après, de toute manière, il y a des périodes d'essai aussi. Tu peux avoir un CDD. Généralement, aujourd'hui, si ce n'est pas une alternance, si tu es débutant, si tu sors d'école, tu auras un CDD de 6 mois et sur lequel, après, généralement, si tu réussis dans le poste, tu pourras repasser en CDI. Mais c'est vrai que si tu es en alternance, ça te permet de déjà toucher ce milieu-là. Mais si ce n'est pas le cas, tu peux rentrer sans expérience aussi dans ces postes-là. Alors après aussi, ce que je conseille moi souvent aux gens, c'est de leur dire peut-être commence faire un deal avec l'employeur en lui disant si vous voulez, moi je peux commencer 6 mois, 1 an en conseiller grand public ou le poste que vous me proposez, si c'est au téléphone, des choses comme ça, et ensuite aller dans alors c'est un peu reculé pour mieux sauter, mais voilà, ça peut être aussi, soyez pas forcément fermé. Alors je sais que c'est compliqué à dire, je veux dire, j'ai fait un master en gestion de patrimoine, on me propose de faire 6 mois en centrale, en service client au téléphone. Je me dis, bon, qu'est-ce que je fais là, peut-être les 6 mois. Mais moi, je ne suis pas sûr que ça soit un mauvais choix. Après, bien sûr que ça soit en optique avec le RH et avec la société dans laquelle vous postulez, de dire, oui, moi, je veux bien faire 6 mois là-dedans, mais dans un plan de formation après, à prendre un poste qui est lié à ma formation. Ça peut être intéressant aussi. Parce qu'une fois après, vous êtes dans justement, le processus. Oui, pardon, excuse-moi, tu peux continuer. Non, je disais, une fois qu'on est rentré dans un groupe bancaire, on aura toujours l'opportunité après d'aller vers le métier sur lequel on tend. Et quand on passe un entretien, justement, pour une alternance ou un stage, est-ce qu'il y a un processus de recrutement assez structuré chez BNP Paribas en conseil pour un généralement, généralement, ils sont présents je les vois moi, sur les salons étudiants, dans des écoles aussi, ils sont ouverts. Après, sur leur page LinkedIn, moi, je vois souvent des choses passer. Donc, je pense qu'ils sont plutôt, c'est un groupe qui est assez ouvert au recrutement parce qu'en plus, il y a une génération d'employés qui part à la retraite. Il y a pas mal de mais le processus de recrutement est comment? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un tour d'entretien? Il y a 2 tours d'entretien? Est-ce que c'est des questions techniques?
C'est ça ma question. Ah, après, oui, tu auras, je pense que tu auras deux tours d'entretien. Tu auras un tour d'entretien avec un RH et après le deuxième tour avec peut-être la personne avec laquelle tu vas travailler sur le secteur. Ensuite, je pense pas qu'il y ait alors, il y a des questions techniques, mais moi, je vous dis pour les entretiens, c'est plutôt une attitude de réflexion, une attitude de motivation. Les questions techniques, si vous avez fait un master d'un conseil de gestion de patrimoine, vous les avez, vous les maîtrisez. Donc, le RH qui est en face de vous, il le sait ça. Lui, plus sur lequel il attend, c'est votre attitude, votre envie, votre sourire, votre manière d'être. C'est plus ça, je pense. Il n'y aura pas forcément de piège sur. Alors après, peut-être on va vous poser une question sur la fiscalité actuelle ou une question sur un placement, mais c'est plus pour voir votre réaction que sur vraiment voir la question. Pareil, moi je dis aux conseillers que j'ai vus, ceux qui commencent, si vous ne savez pas, n'ayez pas peur de dire au client, alors tu peux le dire en entretien RH aussi, si tu te mets dans un cas client, de dire ben, là je n'ai pas la réponse, mais je prends le point, je reviens vers vous un peu plus tard, je me renseignerai. Donc si, au lieu de dire n'importe quoi, c'est ce qu'on attend aussi de vous. Donc si vous avez des questions techniques en entretien de patrimoine, auxquelles vous n'avez pas la réponse, voilà, ne dites pas n'importe quoi, prenez le temps de la réflexion, dire voilà, là sur ce point-là, je ne peux pas vous répondre. D'accord. Je ne pense pas que la technique soit un frein. D'accord. Merci pour ces conseils. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser directement sur le chat. Donc, en fait, ce que j'aperçois, c'est qu'on a un décalage au niveau de l'audio qui fait que on s'entend un peu en décalé. Alors, donc là, on a un peu, on a vu pas mal de choses. Donc, on va maintenant passer d'ici quelques temps à la partie qui est attendue. C'est un entretien blanc. Un entretien blanc que je vais faire passer à Frédéric, comme s'il était un candidat qui passait un entretien pour un poste de conseiller en gestion de patrimoine. Ça va être très intéressant de voir cet exercice avec une personne qui a quand même plus de 20 ans d'expérience pour que vous voyez comment il réussit son entretien. Mais juste avant, pour ceux qui souhaitent se préparer aux entretiens d'embauche, donc vous avez différentes options si vous le souhaitez sur le site internet qui impactent. Soit vous avez un peu des doutes sur votre orientation en finance d'entreprise. Dans ce cas-là, vous avez un parcours d'orientation digitale qui va vous guider. Si vous préparez plutôt vos entretiens donc, en M&A, fusion-acquisition, finance d'entreprise, n'hésitez pas à découvrir ce cours. Ou bien, si vous souhaitez être accompagné de façon intensive et avoir Frédéric en tant que mentor, également en coaching individuel, n'hésitez pas à rejoindre le bootcamp en finance d'entreprise pour la prochaine session en janvier 2014. Alors, donc maintenant, on va passer à l'entretien blanc. Est-ce que tu peux me dire, Frédéric, quand tu es prêt, justement, pour l'entretien? Je suis prêt. Voilà. En général, le recruteur ne vous dira pas ça, mais là, c'est juste parfait. Donc, on va dire que c'est un candidat qui postule pour un stage ou on va dire c'est un stage en conseil en gestion de patrimoine. Ce candidat reste Frédéric. Frédéric, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous présenter et me dire pourquoi vous avez candidaté à ce poste en conseil en gestion de patrimoine? Oui, en effet, moi je sors de mon master en gestion de patrimoine sur lequel j'étais très impliqué et j'ai eu des très bons résultats. C'est un milieu qui me plaît beaucoup. Moi, je m'intéresse beaucoup à la presse, tout ce qui est nouveauté en patrimoine, tout ce qui est produits financiers. Et c'est vrai que je suis attiré vers ce métier-là. Et du coup, c'est pour moi la suite logique, c'est justement de postuler un poste de gestionnaire de patrimoine, puisqu'en plus de ce côté marché financier qui me plaît, j'ai vraiment une appétence à écouter les gens, à m'ouvrir vers les gens. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse et surtout dans votre établissement qui a ses valeurs aussi d'écoute de clients.
D'accord. Alors, d'accord. Est-ce que vous pouvez me dire, donc je comprends hein, que vous voulez travailler en conseil en gestion de patrimoine, justement parce que vous avez des qualités relationnelles, vous avez envie aussi d'être en contact avec les clients, mais pourquoi vous avez choisi en particulier le conseil en gestion de patrimoine et pas un autre métier en vente, par exemple un poste de commercial ou de conseiller clientèle? Voilà, comme je vous disais, moi j'ai cette appétence-là et aujourd'hui avec l'expérience que j'ai eue à travers mes études, de tout ce qui est fiscalité, conseil en patrimoine financier, conseil en patrimoine immobilier, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup et qui aujourd'hui me semblent, les gens ont besoin d'avoir cette expertise-là parce que c'est des choses complexes que pas tout le monde pas à la portée de tout le monde. Donc moi, c'est pour ça que je me positionne vers ça, parce que justement, cette expertise, les marchés financiers, tout ce qui est bourse, ça m'a toujours plu depuis que je suis ado. Donc c'est vraiment pour moi une passion, ces marchés financiers. Pour vous dire, je boursicote, je fais mes placements. Donc c'est quelque chose qui m'attire plus que vendre des voitures, des choses comme ça. Moi, c'est pas le côté de vente, c'est plutôt vraiment ce côté marché financier qui m'intéresse. D'accord. Et alors, vous avez mentionné un peu votre attrait pour notre groupe BNP Paribas. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi nous, on devrait vous choisir? Parce que vous vous en doutez bien, on a beaucoup de candidats, donc pourquoi vous et pas un autre? D'accord. Ben moi, pourquoi moi? Parce que déjà, vous m'avez un peu choisi parce que je suis là, donc c'est que vous m'avez choisi parmi d'autres, donc c'est que mon CV a dû vous intéresser. Et ensuite, moi, je trouve que j'ai des valeurs communes un peu avec ce que vous communiquez sur votre site internet, tout ce qui est ouverture d'esprit, tout ce qui est l'économie green. Moi, je suis vraiment aussi attiré par ça. Donc, c'est un groupe, moi, comme c'est le premier groupe bancaire français, moi, ça m'a attiré de travailler avec vous. Après, vous, pourquoi travailler avec moi? Justement, parce que moi, je suis motivé pour travailler pour vous. Je ne sais pas si ça se voit, mais j'ai vraiment une grande envie de travailler dans votre groupe. Pour tout vous dire, pour l'instant, j'ai postulé que chez vous. Pour moi, c'était BNP Paribas en premier. Donc, je suis content que vous m'ayez reçu aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je pense qu'on peut faire un bout de chemin ensemble. Et en plus, c'est un groupe sur lequel je me vois évoluer vers d'autres. Vous êtes à l'international, donc moi, je ne me ferme pas de porte vers l'international aussi. Donc, je pense que je réponds aux critères, en tout cas, pour le gestionnaire de patrimoine. D'accord. Et donc là, je vois que vous avez quand même des projets au sein de BNP Paribas. Est-ce que vous pouvez me dire où vous voyez-vous dans 5 ans? Moi, dans 5 ans, je pense que je serai toujours dans la gestion de patrimoine. Alors peut-être, je sais parce que je me suis renseigné, je sais que vous avez des postes après à plus ou moins de patrimoine important. Je sais qu'il y a la gestion de fortune, tout ce qui est patrimoine peut-être sur des clients étrangers non résidents. Il y a aussi cette problématique de non résidents. Donc moi, je me vois plutôt aussi toujours dans la gestion de patrimoine, en banque privée plutôt, ou en gestion de fortune. Donc sur un poste à une plus-value un peu plus importante que le poste pour lequel je postule, mais toujours dans la gestion de patrimoine au moins dans 5 ans. Et après, sûrement dans des postes de manager, si mon expérience vaut le coup d'être partagée, je me vois bien dans des postes de manager ensuite. D'accord. Alors maintenant, on va passer à une partie un peu plus technique. Donc justement pour en savoir un peu plus sur les compétences que vous avez acquises en conseil en gestion de patrimoine. Disons que j'ai 50 000 € à investir. Est-ce que vous pouvez me donner des conseils sur les meilleures options d'investissement, comme si j'étais un client? Ok, très bien. Déjà, moi, avant de vous dire ce qu'on peut faire, je voulais savoir d'où cet argent provient. Ces 50 000 €, c'est de l'argent que vous avez déjà, quelque chose que vous venez de recevoir? Alors, ces 50 000 € sont issus c'est un don de la part de ma grand-mère. Ok, d'accord. Et là, du coup, ça représenterait par rapport à votre patrimoine, ça représente une grande partie, une petite partie ou...
Une grande partie parce que je suis encore jeune et donc je débute ma carrière et donc oui, c'est la première fois que je reçois une somme aussi importante. Ok. Et vous, là, si dans le meilleur des cas, ce placement, qu'est-ce que vous voudriez que ça vous rapporte? Vous voulez que ça soit, le rapporte le plus possible? Vous voulez pas forcément perdre d'argent? Qu'est-ce que vous voyez avec ce... Qu'est-ce que vous voulez faire, vous, avec... Alors moi, ce que j'aimerais, c'est vraiment avoir le plus haut retour possible, un rendement le plus élevé possible. Après, je suis aussi averse au risque, donc j'aimerais que vous choisissiez l'option la plus intéressante. C'est-à-dire, je suis pas prête à tout perdre. D'accord. Donc, si je comprends bien, si je reformule ce que vous m'avez dit, c'est que vous aimeriez avoir un rendement le plus haut possible avec des risques modérés, voire peu de risques. Exactement. D'accord. Ok. Tout à fait. Et est-ce qu'il y a une vision, est-ce qu'il y a un projet, cet argent est un projet de financer un projet particulier à long terme, un achat immobilier? J'aimerais acheter mon premier appartement à Paris. Ok. Donc 50 000 euros votre achat à Paris, ça serait un apport. D'accord. Un apport, bien sûr. Oui, bien sûr. Un apport et un crédit, bien sûr. Et à vision de combien de temps? Combien de temps vous pensez? Parce que là, vous faites des études, c'est ça? Là, je commence mon premier CDI. Donc là, normalement, je valide la période d'essai. Et donc, ce serait dans un environ de 6 à 9 mois. D'accord, ok. Moi, ce que je vous propose, donc j'ai bien pris note de ce que vous m'avez dit. Ce que je vais vous proposer, c'est qu'on se voie pour un second rendez-vous où moi je puisse préparer 2 propositions à vous faire. Une la moins risquée et une autre un peu plus risquée. Bon, sachant qu'après, ensemble, on n'aura pas obligé de faire forcément une ou l'autre, on pourra faire même un panaché. Mais là, vous dire comme ça, de but en blanc, je pense qu'il vaut mieux que je regarde la situation. Bon, après, on pourra faire de l'assurance vie, on pourra faire un plan épargne logement, on pourra un peu mixer les deux, vous faire aussi un plan d'épargne action si besoin aussi. Mais je pense que je peux revenir assez rapidement vers vous pour ça, parce que vous dire d'un coup 50 000 euros où les placer. Le plan épargne logement, par rapport à ce que vous me dites, ça me semble le placement le plus adéquat par rapport à ce que vous m'avez dit, mais c'est vrai c'est pas forcément le plus rentable, donc à voir si on peut booster ça avec autre chose. D'accord. Alors, disons que vous avez un client qui vous dit qu'il a investi dans un fonds de placement avec un concurrent, donc c'est-à-dire une autre banque, mais qu'il a été insatisfait de ses performances. Et il vous demande, d'ailleurs on peut le faire directement, je suis le client et je vous demande quelles mesures pouvez-vous prendre pour remédier à cette situation? Que répondriez-vous au client? Alors là, ça c'est un cas on risque souvent d'avoir en gestion de patrimoine, puisque quand on fait un placement, il peut avoir, selon le risque de placement, des pertes ou des choses comme ça. Donc là, je demanderai au client, lui, si aujourd'hui, quand vous avez souscrit, monsieur le client, ce fonds de placement avec mon collègue ou l'autre banque concurrente, est-ce que vous étiez informé du risque que ce placement, vers lequel ce placement vous impliquez? Est-ce que ça, vous aviez cette notion de risque ou pas du tout? Alors oui, on m'en avait parlé, mais je ne m'attendais pas à avoir un retour à ce type de performance. J'avais dit que j'étais quand même assez averse au risque. Ok. Moi, je vous le dis, moi le but, ce serait pas un bon conseil de vous dire de clôturer ce que vous avez chez nos concurrents. Parce qu'aujourd'hui, si je fais ça, c'est sûr que ce que vous avez perdu, vous l'aurez perdu. Donc, on ne pourra pas y remédier si vous clôturez ce que vous avez fait avec nos concurrents. Moi, je suis là vraiment dans un état d'esprit de conseil. Donc, vous venez, vous n'êtes pas forcément client chez nous, mais je vais quand même, je suis là justement par rapport à ma fonction de gestionnaire de patrimoine pour vous expliquer.
et vous conseiller, c'est qu'aujourd'hui, ce placement que vous montrez, puisque je le vois, c'était un placement sur le long terme, en effet, avec du risque. Mais qui dit risque, dit variation aussi rapide dans un sens ou dans l'autre. Donc, ce que je vous invite à faire, moi, en conseil par rapport au fonds de placement que je vois que vous avez souscrit, c'est de le conserver, de faire un point à 3 mois ou à 6 mois avec votre conseiller, parce qu'aujourd'hui, c'est important, tant que vous n'y touchez pas, vous n'avez pas perdu. Donc, c'est important pour vous. Là, vous voyez qu'il y a du moins dessus, je comprends que vous paniquiez, surtout si vous n'étiez pas forcément informé qu'il pouvait y avoir un risque de perte. Pour autant, je vous conseille de patienter un peu, de faire un point, alors après de revenir à l'équilibre, de regarder, et à ce moment-là, on verra selon fiscalement si c'est intéressant ou pas, de sortir de ce placement, ou même avec eux, de l'arbitrer vers un placement plus sécurisé. Moi, je vous pense, puisque là, il est urgent de ne pas se presser, c'est d'attendre et de refaire le point avec votre conseiller chez le concurrent et de voir, même si à l'intérieur de ce placement, il n'y a pas moyen d'arbitrer d'ici quelques mois, une fois que ça sera revenu, puisque les marchés financiers, sur le long terme, c'est quand même toujours rentable. Donc, en effet, là, je comprends que vous paniquiez, mais vous inquiétez pas, ça peut revenir. D'accord. Alors maintenant, bon, toute autre question, parce que vous avez mentionné aussi votre intérêt pour notre groupe. Est-ce que vous pouvez m'indiquer, et votre intérêt aussi pour les marchés financiers, est-ce que vous pouvez m'indiquer le cours actuel de l'action BNP Paribas ce matin? Alors, ce matin, elle est aux alentours des 60,30 €, ce qui est plutôt pas mal, puisque c'est un des plus hauts cours des 15 derniers jours. Donc, c'est vrai que là, c'est plutôt pas mal. Donc, ça me donne encore plus envie d'intégrer BNP Paribas, puisque l'action remonte depuis quelques jours. Donc, voilà. Ce matin, je l'ai vu à 62,30 €. Alors, après, je n'ai pas vu à la clôture ce soir, hein. Mais ce matin, comme je savais qu'on allait se voir, et comme je l'ai dans mon portefeuille perso, j'ai des actions BNP Paribas. Donc, je parie sur moi aussi. Vous voyez, j'ai des actions BNP Paribas. Donc, si j'intègre le groupe, ça serait intéressant pour moi de bien travailler, puisque je suis actionnaire aussi. Donc, c'est là aussi, c'était ça ce matin. On était à 60,30 €, ce que j'ai vu sur mon portefeuille d'actions. Parfait, ben merci beaucoup. Bon, alors, donc là, on a fini l'entretien blanc. Donc, excellent entretien, forcément. Et donc, parce que pour plein de choses, déjà d'avoir un candidat qui est intéressé par les marchés financiers, d'ailleurs, on va en parler par la suite pour que tu nous dises si vraiment tu penses que c'est un prérequis. C'est très important d'être intéressé par les marchés. Mais surtout que là, il le prouve non seulement parce qu'il s'est renseigné sur le cours de l'action, mais en plus, il fait une petite blague en disant que le fait qu'il soit actionnaire, être recruté chez BNP Paribas, fait qu'il sera encore plus motivé. Donc, il y a plein de choses qui sont excellents dans cet entretien, surtout aussi dans l'étude de cas qui est très professionnelle. Forcément, un jeune diplômé aura des difficultés à faire comme toi, parce que ça se voit que tu as de l'expérience, mais là, on le sent qu'il y a une aisance relationnelle, que les questions vont rapidement. Déjà, j'aimerais que tu donnes un feedback sur ta propre prestation, et par la suite, si tu pourrais donner des conseils aux candidats pour qu'ils fassent comme toi. Moi, c'est vrai que ça fait longtemps que je n'avais pas passé d'entretien du côté du candidat, mais après. Non, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas tomber dans le piège de la question technique, de vous déstabiliser. Il faut au contraire toujours essayer de remettre ça en relation avec ce qu'on a dit avant et d'essayer de mettre en avant nos qualités là-dessus. Donc ça, c'est bon. Ce que j'ai essayé de faire, je voulais mettre en avant les qualités justement de réflexion, de conseil qui sont demandées pour ce poste-là. Après, moi, je pense que quand même, il y a 50% de l'entretien, c'est de l'attitude. C'est du sourire, de la prise de notes. Alors, je ne sais pas si ça s'est vu, mais je prends des notes. De la prise de notes, de la reformulation. Quand on pose une question, OK, d'accord. Voilà. Donc, c'est vraiment... alors, mener l'entretien, c'est compliqué, mais c'est vraiment que ça soit vraiment du renvoi de balle, même de poser des questions à la personne en face
il faut essayer, c'est compliqué, je suis d'accord, mais d'inverser un peu les rôles. Ce que j'ai essayé de faire 2-3 moments, de dire quand même, mais pourquoi je vous embaucherai? Ben oui, ben pourquoi moi je vous choisis à vous? Donc je suis revenu sur ça. Donc d'essayer d'inverser les rôles au possible, quoi. Que ça soit une discussion plus qu'un entretien. Exactement. Et qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil justement pour que des personnes puissent arriver à ton niveau, justement, à ce que ta prestation d'aujourd'hui? Moi déjà, c'est vraiment dédramatiser. Alors après, c'est toujours facile aussi de se dire, oui, c'est mon entretien d'embauche. Il ne faut pas se dire, ça va être contre-productif de dire, il faut absolument que je réussisse, déjà. Il faut que vous vous disiez, je suis conscient de ce que je sais. La personne en face de moi, elle a été à ma place aussi avant. Elle sait ce que c'est. Elle est plus ou moins, elle va être bienveillante avec moi. C'est-à-dire dans 90% des cas, les gens que vous avez en face, ils sont bienveillants. Donc déjà, il faut se dire ça. Et derrière, à moi d'être naturel, alors d'avoir bien préparé ce que je voudrais dire, de se mettre un petit plan en tête en disant il faut absolument que j'arrive à placer ça, de placer justement que je connais les marchés financiers. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai dit je parle pas de placement, mais j'ai quand même dit que je connaissais, qu'on aurait pu faire MPEL, donc j'ai quand même un peu répondu, sans vraiment y répondre, en disant mais par rapport à votre situation, j'aurais pu se faire une assurance vie, qu'on n'avait pas un logement. Donc, quand même montrer qu'on pose des questions, mais qu'on a quand même déjà un début de solution sur la gestion de patrimoine. Voilà, donc pas que dire oui, je vous rappellerai la semaine prochaine. Voilà, c'est un peu trop de dire ça. Voilà, oui, je vous rappellerai la semaine prochaine. Voilà, il faut quand même placer 2-3 produits. Voilà. Mais après. Oui, sinon ce serait trop facile, c'est ça que je voulais dire. Oui, toutes les questions, je vous rappelle la semaine prochaine. Voilà, donc, mais. Après, c'est vraiment de pousser sur vos qualités, d'arriver à dire, voilà, moi je suis là parce que je fais une gestion de patrimoine, j'ai des très bonnes notes, dites-le, même si vous l'avez eu avec 10 de moyenne, dites que vous avez eu des très bonnes notes. Moi j'ai toujours dit que j'étais le meilleur de ma classe. J'ai eu un diplôme, le master, je l'ai eu, j'ai toujours dit, chaque fois qu'on m'a parlé, mais pourquoi tu as eu ce poste? Parce que j'étais majeur de la promo. Voilà, ça coûte, honnêtement, vous avez eu votre diplôme, vous avez bien travaillé. Vous pouvez dire, j'ai eu des bonnes notes, je connais les marchés, parce que vous êtes là, vous travaillez, c'est après votre travail qui va prouver ce que vous allez dire. De toute façon, on va le voir. Si vous dites que vous êtes bon et que derrière vous dites n'importe quoi, ça va se voir. Mais ayez confiance en vous et comme je vous dis, prenez des notes, préparez-vous un petit plan sur il faut que je dise absolument ça. Par exemple, la BNP, j'ai vu qu'ils faisaient, je me suis renseigné, j'ai vu qu'ils faisaient ce que j'ai dit du marché green, des choses comme ça. Donc, n'hésitez pas à aller dans les valeurs, regarder leur publicité, regarder leur site internet et n'hésitez pas à faire le lien sans forcément le dire. Même à dire, ah oui, moi je suis ouvert au marché green, je suis intéressé par ça, à la diversité, des choses qui sont prônées par la société avec laquelle vous allez passer l'entretien. Merci pour ces très bons conseils. Et quels sont, selon toi, les signaux qui montreraient qu'on n'est peut-être pas fait pour ce poste de conseiller en gestion de patrimoine? Bonne question. Alors, les signaux qu'on n'est pas fait pour ce poste, c'est peut-être si... alors, après, comme tout à l'heure, tu me posais la question, est-ce que c'est important de vraiment bien connaître les marchés financiers? Je pense que c'est important au départ pour se donner une certaine crédibilité. C'est-à-dire que quand tu débutes, tu peux pas faire parler ton expérience, donc tu es obligé de faire parler tes connaissances. Donc au début, ça me semble indispensable que tu lises les échos, que tu t'écoutes BFM Business, que tu sois au fait de ce qui se passe au moins, que tu ailles sur des sites liés à ça. Ça me semble indispensable au départ. Après, c'est vrai que si ça ne te plaît pas forcément au départ, tu verras qu'après, ensuite, tu auras plus des problématiques, comme je vous ai dit, de clients, d'écoute, de conseils qui seront peut-être moins financiers et plus dans, comme je dis, dans la bienveillance, dans le conseil, des choses comme ça. Il n'y a pas que la partie financière dans gestion de patrimoine. Il y a aussi la partie gestionnaire. Mais c'est vrai qu'au départ,
si ça t'intéresse, alors après, tu n'es pas obligé d'avoir un portefeuille d'actions, tu peux avoir un livret A, ça va très bien. Mais il faut quand même que tu sois au moins, je pense, au départ, quand tu commences, tu connaisses tes marchés, parce que c'est là où tu vas avoir ta crédibilité par rapport à tes collègues, par rapport à ta direction, même par rapport à des clients, parce qu'il y a des clients qui vont te tester, parce qu'il y a des clients qui connaissent les marchés aussi et qui vont te tester. Donc au départ, après avec l'expérience, tu sais comment contourner la preuve comme je l'ai fait, tu sais comment contourner les problèmes. Mais au départ, c'est vrai que ça me semble. Donc les signaux pour te dire que ça ne te plaît pas, c'est vraiment si tu as du mal à communiquer avec les clients, à te préoccuper de ce qu'ils te disent. C'est vrai que quand un client te parle, ça te fait ni chaud ni froid. C'est vrai qu'à un moment donné, ça va, à la longue, ça va être pénible d'avoir des choses comme ça. Mais peut-être après travailler en salle de marché, qu'avec justement que dans le marché, faire des actions et dans les fonds de placement. Il y a des métiers aussi, on appelle ça la salle des marchés, où tu ne vois pas de clients et où tu gères leur argent, mais tu ne les vois pas. Merci beaucoup. Et alors maintenant, si vous avez des questions, je vous invite à les poser directement sur le chat. Donc là, je vois quelques questions qui ont été posées donc, par Imad qui demande « Bonjour, je souhaitais savoir s'il fallait faire un master spécifique en conseil en gestion de patrimoine pour travailler dans ce domaine. Sinon, quelles études recommandez-vous » Alors, je pense que oui, un master en banque ou en gestion de patrimoine, en effet, c'est intéressant. Après, si tu as un master en commerce, un master en comptabilité, un master en finance classique, je pense que tu pourras aussi postuler. Tu n'es pas obligé de faire. D'accord. Voilà, de faire une spécifique gestion de patrimoine. Si tu fais même quelque chose dans la comptabilité, dans la fiscalité, même dans du commerce, tu peux après, comme tu dis, après si tu es appétent à ce monde-là aussi, tu peux rattraper aussi par tes connaissances, par ta curiosité, la partie financière. Hein. Pas obligé de faire un master spécifique, c'est ça? C'est mieux. Je ne vais pas te dire entre deux CV, je pense que celui qui fait gestion de patrimoine, au départ, en tout cas, avant l'entretien, il aura un avantage. Mais après, c'est pas dit que. Voilà. C'est plus, comme je vous dis, l'écoute, c'est plus l'attitude qui, je pense, surtout dans ces métiers-là de clientèle, qui change. D'accord. Alors, on a une deuxième question. Quelles sont les évolutions salariales pour ce poste de conseiller en gestion de patrimoine chez BNP Paribas? Après, tu peux avoir des évolutions de manière, tous les 2 ans si ça se passe très bien. En général, c'est entre 2 et 3 ans de manière classique des évolutions de salaire. Après, ça va dépendre, comme je le disais tout à l'heure, par rapport à la grille salariale. Après, les augmentations, c'est généralement, tu vas avoir une augmentation, pour simplifier, c'est 10% de ton salaire, qui va être entre 10 et 20% de ton salaire qui va être proposé tous les 2-3 ans si ça se passe bien. D'accord. Et alors, peut-être que lui, il voulait connaître une fourchette, hein, j'imagine. Peut-être pour les personnes qui n'étaient pas là tout à l'heure. Selon la grille salariale, si tu es aux alentours des 2 000 euros, ben, tu vas avoir des augmentations de 200 euros tous les 3 ans. Quoi. Enfin, je fais un schéma. Après, chaque cas est particulier. Donc, je peux pas. C'est vrai que là, je ne peux pas vous dire vraiment. Je ne suis pas langue de bois. Je ne peux pas vraiment vous dire. Mais voilà, ce qui est fait, c'est ça. Après, c'est le moment où tu es, les résultats que tu as. Après, c'est un peu. Et aussi, tu parlais de part variable aussi. Après, une part variable, comme je vous dis, il y a qui représentent environ, si j'arrondis aussi, mais qui peuvent être un mois de salaire tous les 4 mois. On avait parlé en début, en tout cas, en début de ce webinaire. Alors, j'ai une autre question. Quelles sont les thématiques à maîtriser en priorité pour un entretien en conseil en gestion de patrimoine?
Bah là, ce qu'on a vu, c'est plutôt quand même connaître la fiscalité, tu peux avoir, ou la fiscalité, ou ce qui est succession, les choses comme ça. Alors, si tu as fait un master en patrimoine, tu les as abordés. Ensuite, moi, comme j'ai envie de te dire, c'est plus connaître aussi l'entreprise dans laquelle tu postules et plus te dire, moi, je suis dans l'écoute client, dans le conseil, c'est vraiment ça mettre en avant parce qu'aujourd'hui, vraiment, ce métier-là, si tu vends un produit juste pour le vendre, ce ne sera pas un métier pour toi. C'est vraiment, il faut que tu sois à l'écoute du client. Voilà, aujourd'hui, c'est pas, on vend pas des. Alors là, voilà, la différence aussi entre gestion de patrimoine et un vendeur de voitures, c'est peut-être là, c'est que derrière, tu as une relation de confiance. Il faut que tu écoutes le client. Tu peux pas lui dire n'importe quoi. Que je dis pas ça que les vendeurs de voitures disent n'importe quoi, mais Voilà. Pour résumer. Alors, donc je ne sais pas s'il y a d'autres questions, parce que je vois des personnes connectées. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, merci, merci beaucoup Frédéric d'avoir été présent. C'était très intéressant, voire même tellement intéressant que peut-être qu'1h15 n'aurait pas suffi pour couvrir toutes tes expériences, parce que Frédéric, on l'a vu, a occupé plein de postes au sein de BNP Paribas, certains postes qui ne sont pas vraiment connus et qui sont très intéressants, mais malheureusement, on n'a pas eu le temps d'en parler parce qu'on s'est focalisé plus sur l'entretien en conseil en gestion de patrimoine. Alors, avant de conclure, Frédéric, est-ce que peut-être un mot de la fin? Non, mais alors moi, je ne vois pas qui est là, mais en tout cas, je suis très content de partager mon expérience avec vous. Moi, je suis vraiment dans cette démarche-là d'expliquer mon parcours, parce que moi, je vous dis, je ne suis pas de ce milieu-là au départ. Je suis vraiment parti de tout en bas de l'échelle chez BNP Paribas. Alors, je ne suis pas non plus très, très haut. Je ne suis pas un des patrons de cette société non plus, mais pour vous dire, c'est qu'après, si vous êtes motivé, si vous êtes ouvert d'esprit, vous pouvez aller vers d'autres métiers, vers d'autres personnes. Et c'est important aussi de s'ouvrir et de se dire, voilà, c'est pas parce que j'ai fait un master conciliation patrimoine que je dois me limiter à ça. Même dans vos entretiens d'embauche ou dans vos postulats, mais voilà, c'est vraiment, moi je me suis rendu compte que voilà, je ne me suis pas mis de frein, pas des postes, même les gens m'ont dit non mais ne va pas là-bas, qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas, voilà, vous avez, c'est comme si faites-vous confiance, voilà, parce que voilà, s'il faut conclure quelque chose, faites-vous confiance en vous, si vous sentez quelque chose, c'est que c'est bon pour vous. Merci, c'est un super mot de la fin. Et pour ceux qui ont un peu de difficulté à s'orienter en finance d'entreprise, donc je vous offre donc ce quiz qui pourrait vous être très utile. Es-tu réellement fait pour travailler dans un grand groupe? Parce qu'on parle de BNP Paribas, mais il faut savoir aussi on l'a vu d'ailleurs pendant cette chance, qu'il y a aussi des filiales et qu'il y a la possibilité de postuler directement au sein de ces filiales. Donc là, ce test vous aidera justement à le savoir. Merci beaucoup Frédéric pour cet échange et je te souhaite une excellente soirée. Merci Soraya et merci à tous. Bonne soirée et à bientôt. Bonne soirée, à bientôt j'espère. Au revoir.